Moi, je suis Nagui Kayembe, président de l'ASB V-Club Basket. Le basket, c'est vraiment le premier sport qui m'a vraiment séduit, quoi. Je me rappelle, j'étais encore high school, comme on dit, à l'école secondaire. Un peu quand je me suis vraiment penché là-dessus, j'ai essayé avec le foot. J'ai vraiment essayé, mais ça n'a pas marché. Très croyant, je suis chrétien, là. Et dans le sport, bon, ça, c'est un conseil que je donne aux sportifs. Ça demande pas seulement l'amour du sport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Il y a des challenges de fou. Quand je te dis, si t'as pas un mental d'acier, tu abandonnes tout de suite. Et moi, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup soutenu, je crois que c'est la parole. Je t'explique. Je suis à Johannesburg. Je reçois un message d'un directeur de la NBA et tout. Il y a un camp qui se passe à Joburg, ça s'appelle Basketball Without Border. À l'époque, je suis jeune et tout. Je cherche des opportunités, tu vois. Voilà, c'est un peu le rêve de... Il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu l'annonce que j'étais devenu président du club, pour eux, c'était une suite logique. Pour eux, c'était normal. Ils se disent que voilà, c'était plus que tu mérites ça, c'était plus que voilà, au moins tu vas faire les choses bien, on compte sur toi, on est sûr que tu feras ça. Bienvenue dans Expérience, l'espace où le parcours devienne de leçons. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a connu le sacrifice du terrain avant de diriger l'un des plus grands clubs du pays. Son histoire dépasse le basketball. Il parle de vision, de leadership et d'avenir de la jeunesse congolaise. Installez-vous, Expérience commence maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par Rose Corporate. Bonjour monsieur, c'est un honneur de vous avoir sur notre podcast. Vous nous avez vraiment fait le plaisir de participer au podcast Expérience. En fait, j'aimerais à ce que vous puissiez vous présenter pour que nos auditeurs, téléspectateurs puissent avoir l'aperçu sur vous. Merci d'abord de m'avoir invité. C'est aussi un honneur. Et en ce qui concerne ma présentation, moi je suis Nagui Kayembe, président de l'ASB V-Club Basket. Monsieur Nagui Kayembe, comment la passion du basket est née? Bon, le basket, c'est vraiment le premier sport qui m'a vraiment séduit, quoi. Je me rappelle, j'étais encore high school, comme on dit, à l'école secondaire. Un peu quand je me suis vraiment penché là-dessus, okay. J'ai essayé avec le foot. J'ai vraiment essayé, mais ça n'a pas marché. Vraiment? Ça n'a pas marché. À votre taille? Ouais, ça n'a pas marché. J'ai joué un match et je sais, c'est le seul match où quand je pense au foot, je pense à ce match-là parce que j'ai marqué un but. Vraiment? Oui, j'ai marqué un but. J'ai pas compris. On a fait un centre, j'étais là, ça m'a cogné, c'est rentré. Vraiment? Ça m'a cogné, c'est rentré, mais là, je me suis dit que non, le foot, c'était pas pour moi, c'était pas vraiment pour moi. Mais en ce qui concerne le basket, dès le début, l'amour était là, naturel. À quel âge avez-vous commencé à jouer sérieusement le basketball? Je peux dire, j'avais entre 12 et 13 ans. Déjà, avec ma taille, les jeunes de mon âge à l'époque, bon, je veux dire, dans notre génération, okay. Ils n'avaient pas vraiment ma taille, j'étais quand même plus élancé. Là, je fais déjà 2m6. À l'époque, je nageais déjà entre les 1m80 et tout. Et ce qui s'est passé, c'est à chaque fois que les gens me voyaient, okay. C'était trop... Ouais, tu dois jouer au basket, c'était plus ça. Okay. Et du coup, je me suis penché là-dessus. J'ai vu que j'aimais déjà. Et il y a ma sœur aussi qui faisait du basket, elle était au lycée. C'était qui vous a influencé? Pas trop, je dirais pas trop, mais c'était la seule personne qui était dans mon entourage qui avait quand même ce sport-là. Et du coup, je me rappelle, elle avait un ballon. Ok. Elle avait un ballon qui avait des drapeaux, ça avait les couleurs de la France. Et ce ballon-là, j'aimais trop jouer avec. Vraiment. Donc, elle était au lycée Motema Mpiko. Voilà. Ok. Elle était au lycée Motema Mpiko. Et à chaque fois, elle rentrait avec ce ballon à la maison et je prenais le ballon et je commençais à jouer avec à la cour. Et j'ai même fait confisquer ce ballon au collège, je me rappelle. Vraiment. Et dites-nous, quel poste occupez-vous sur le terrain et pourquoi? J'ai commencé un peu partout, mais après, j'ai dû me recentrer sur le poste 4-5, genre ailier fort et pivot. C'est plus à cause de la taille. C'est plus à cause de la taille. Et quand tu es pivot, tu es plus là pour les rebonds et tout. Et ailier, bon, voilà. Quand tu aimes trop dribbler, tu aimes trop shooter, on te met là parce que tu peux jouer les deux rôles.
Donc, c'était un peu ça. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous situer un peu, c'était en quelle année déjà? Ouf, ça fait longtemps, hein. En tout cas, donc, c'était entre 2008, 2007, 2008, 2009, quelque part là. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière de joueur? Ah, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Tu sais, moi, je suis vraiment très croyant. Je suis chrétien, là. Okay. Et dans le sport, bon, ça, c'est un conseil que je donne aux sportifs, hein. Ça demande pas seulement l'amour du sport, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Il y a beaucoup. Il y a des challenges, il y a des challenges de fou. Quand je te dis, si t'as pas un mental d'acier, tu abandonnes tout de suite. Et moi, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup soutenu, je crois que c'est la parole, c'est Dieu. Et j'explique. Donc, je suis à Johannesburg pour... on m'invite, ok? Je reçois un message d'un directeur de la NBA et tout. Il y a un camp qui se passe à Joburg, ça s'appelle Basketball Without Border. Okay. Je reçois un message sur Instagram. On me dit, mais Naki, tu es où? On te cherche et tout. Tu te rappelles, bon, à l'époque, je suis jeune et tout. Je cherche des opportunités, tu vois. Et le camp, en fait, c'est un camp qui sélectionne les meilleurs joueurs jeunes d'Afrique. Et ils ont l'opportunité de partir à Johannesburg, faire un camp avec les coachs NBA. Quand je parle de coach, je parle de Popovic, tous ces grands coachs là que tu connais. Et voilà, c'est un peu le rêve de tous les jeunes. Ils aimeraient être là parce que tu te frottes vraiment, comme on dit en anglais, shoulder to shoulder avec les meilleurs, quoi. Tu as les coachs, tu as les joueurs, tu as les joueurs de la NBA qui sont là. Okay. Tu as vraiment cet environnement-là professionnel où tu trouves que, limite, tu te dis que tu es dans la NBA. Okay. Donc, je reçois ce message. Après, je me dis, OK, d'accord. J'ai dit non, j'ai pas reçu d'invitation. Il me dit non, envoie-moi ton email. Il m'envoie l'email. Je reçois l'invitation bien certifiée, tout signé, comme tu veux. Après, je dois me présenter au camp. OK? Je me dis OK. Donc, à l'époque, je prends ma voiture, je pars au camp. Pouf, j'arrive. Je vais rentrer. Après, on me dit oh non. En fait, cette année-là, j'étais en train de... Cette année-là, je devais avoir 18 ans. OK? Et le camp, c'est jusqu'à 18 ans. Tu comprends? Et c'était pas encore mon anniversaire. Donc, j'avais pas encore les 18 ans. Mais on me dit, voilà, vu que c'est l'année de tes 18 ans, tu peux pas. J'ai dit, ben non, j'ai le document. Il me dit, non, tu peux pas. Imagine la déception. Imagine la douleur. Imagine... Là, tu te dis, tout c'est cool. Donc, voilà, en étant jeune, tu te dis, ça c'est un rêve, tu es déjà là, tu es trop excité. Okay. Tu te dis, tu vas apprendre, tu auras rencontré des scouts, des agents, tout ça. En fait, tu te dis, bon, ton rêve est fini comme ça. On me dit ça. Je rentre dans ma voiture. Oh, je dis, ce jour-là, je vais fendre. Je prie Dieu. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout essayé. Et il y a quelque chose, il y a une voix qui me dit, écoute, c'est pas grave. En tout cas, j'ai ressenti une paix intérieure. Voilà pourquoi je parle de la chrétienté, parce que c'est important. C'est important de combiner ces deux choses-là. Quand tu as un rêve, tu veux faire quelque chose et tout, combine ça toujours avec quelque chose. Combine ça avec Dieu, en fait, parce que il y a des moments où il y a que lui qui peut décanter. Parce que je te dis comment la situation s'est décantée, tu vas même pas imaginer. Tu vas pas imaginer. Donc, je ressens cette paix-là. Je ressors de ma voiture, je repars. Je dis au monsieur, bon, ok, d'accord. C'est pas possible que j'entre. Okay. D'accord, j'accepte. Mais j'aimerais avoir l'opportunité de observer, d'être là comme un observateur. J'aimerais juste être là. Au moins, je vais regarder ce que les autres font. Après, le monsieur me dit, écoute, ça va. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, le premier jour, le camp se passe en 3 jours.
Le premier jour, donc le jour là de recruit, on compte pas. Donc le camp commence le deuxième. Ce jour-là, d'abord, je suis resté toute la journée. Je suis rentré chez moi. Et les joueurs sont rentrés dans les hôtels. Le premier jour, je viens, j'observe, je termine, je rentre chez moi. Le deuxième jour, j'arrive là, je suis debout, en train de regarder. Il y a l'un des organisateurs. Il vient à côté de moi, il me dit « Pourquoi tu n'es pas dans le camp ?» Je lui dis « Comment ça, pourquoi je ne suis pas dans le camp ?» Je l'explique. Il me dit « Quoi ? Ça s'est passé comme ça. » « Ah bon ?» Il prend son talkie-walkie. Il dit il appelle quelqu'un. Il me dit « C'est quoi ta taille ?» Voilà, je mets du 14, tu vois, à l'époque. Maintenant, je mets du 15. Genre, je mets du 49 à l'époque. Donc, il me dit « C'est quoi ta taille ?» Je dis « 49. » Papa. On me ramène tout le kit complet du camp. Tenue, chaussures, admission. On me trouve une chambre à l'hôtel. Mais tout. Sorry, le monsieur, c'était lui les recruteurs ou bien... Mais comment En fait, le monsieur d'abord, quand ça se passe, je ne sais pas. Okay. C'est qui? Tu vois? C'est après que j'ai appris que c'était lui. En fait, il était un peu comme chef, c'est lui qui gérait la logistique, quoi. Ok. Et on m'a introduit au camp, j'ai fait le camp, j'ai reçu mon certificat comme ça. Vraiment. Bah, dis-moi, si c'est pas tu qui fais ça, c'est qui? Ouais, c'est un miracle. Ah, voilà. Et des miracles comme ça, j'en ai eu, j'en ai eu. En tout cas, voilà pourquoi c'est vraiment important pour moi de souligner ça. C'est toujours important de combiner. Vraiment. C'est toujours. Ah, ok. Voilà. Avez-vous connu un moment difficile qui a failli vous faire abandonner votre rêve de basket? Ouais. Ah. Ça, c'est en Espagne. Donc, tout se passe bien en camp et tout, le camp fini. Après, j'ai eu une opportunité d'aller jouer en Espagne. Donc, je pars. J'arrive d'abord à Barcelone. Le club me dit, OK, d'accord. Il y a une équipe qui a besoin de toi, on me prête dans un autre club. Donc, je débarque là-bas. Le club devait refaire mes documents, OK? Et le club ne le fait pas. En fait, maintenant, c'était ping-pong. C'était soit l'autre qui le faisait, l'autre dit non, on vous a déjà donné le joueur, vous devez le faire et tout. Bref, personne ne le fait. Après, on me dit non, t'inquiète pas, ça va aller. Et la saison termine. Et quand la saison termine, je dois être transféré dans une autre équipe ou bien je reste. Mais une autre équipe, je peux pas aussi parce que je suis pas régularisé. Et ça, c'est là le problème commence. Okay. Tu te sens impuissant, incapable, il n'y a rien que tu peux faire. Parce que là, tu es irrégulier, donc tu sais rien faire. Du coup, d'un côté, tu restes avec le club qui t'a là, parce qu'eux te disent qu'ils vont le faire, mais ils ne vont pas le faire. Et ça, c'est l'un des moments où je me suis dit non, je voulais tout arrêter, rentrer chez moi. Parce que ça joue sur ton mental. Il y a des choses que je ne peux même pas dire là, mais ça te tue humainement, quoi, parce que tu te dis, ouais, tu es dans un pays où tu connais personne. Aujourd'hui, si tu décides de tout claquer, ok, d'accord, tu prends un billet, tu repars, mais en même temps, quand tu repars, tu mets ta carrière en difficulté parce que en ressortant du pays en étant irrégulier, le prochain club qui voudra te signer, ça sera beaucoup de paperasse pour eux. Et voilà. Tous les gens qui connaissent comment ça se passe dans le monde sportif, les gens évitent de faire tous ces démarches-là pour les gens. Vous n'avez pas un agent à l'époque? Ouais, mais l'agent, c'est pas que moi. Okay. Il a beaucoup de joueurs. Donc du coup, voilà, il te dit ce que tu veux entendre. Mais après... Donc, tu te dis, voilà, je reste, je souffre, je fais ça. Voilà, c'est limite l'esclavagisme. C'est quelque chose de... pas intéressant. Je ne souhaiterais pas ça pour quelqu'un, en tout cas. Ah, vraiment. Mais qu'est-ce que le terrain vous a appris et que vous utilisez aujourd'hui comme président? Parce que vous êtes président de la branche basket de Vita Club. La question, c'est qu'est-ce que le terrain? Et qu'est-ce que le terrain? Parce que vous êtes un ancien basketteur. Ouais. Qu'est-ce que le terrain vous a appris? Et que vous exploitez comme étant président du club? Déjà, il y a une chose, c'est le respect des joueurs
Parce que de ne pas vraiment rendre les joueurs... faire en sorte que les joueurs ressentent ce que moi j'ai pu ressentir quand j'étais à leur place. C'est au fait ça. Moi, la première chose que je recherche, c'est ramener cette paix-là, ramener cette confiance-là. Et si pour répondre à ta question, j'aimerais dire, ta question pour savoir si le basket m'a ramené quoi? Oui. Patience, hein. La patience. Ok. Ouais, la patience. Et votre transition de dirigeant à joueur, ça s'est passé naturellement ou bien... Ah, des joueurs à dirigeants, là? Oui, là, c'est notre question déjà. Ouais, Dirigeant de joueur à dirigeant, ça s'est passé naturellement ou bien... Ouais, en tout cas, moi, je pense que ça n'a pas trop eu de... Il n'y a pas trop eu de résistance dans ça, parce que déjà... Ça, c'est une question que vous pouvez poser à mes coéquipiers qui vont me suivre sûrement, tous ces gens-là. Ouais. Ils savent, ils connaissent un peu la personne que je suis. Et il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu l'annonce que j'étais devenu président du club, pour eux, c'était une suite logique. Pour eux, c'était normal. Ils se disent que voilà, c'était plus que tu mérites ça. C'était plus que voilà, au moins tu vas faire les choses bien. On compte sur toi. On est sûr que tu feras ça. Et d'ailleurs, c'est la question qui devait venir après. Comment vous êtes devenu président? Comment vous êtes devenu président de la section basket? Comment ça s'est passé de Vita Club? Alors ça aussi, c'est un autre miracle. Moi, j'en ai des miracles. En tout cas, j'en ai des miracles dans ma vie. Mais pour couper court, après avoir fini ma carrière, j'ai dû arrêter à cause d'un problème médical. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Et je me suis concentré maintenant là. Je suis plus, je peux dire, administratif, politique. Mais je t'ai toujours dit que voilà, j'aimerais vraiment avoir un club de basket et voir comment on peut impacter, en fait, changer des choses ici. Parce que moi-même, personnellement, j'ai joué ici, à Kinshasa. J'ai eu cette opportunité, je dirais même cette grâce de pouvoir jouer ailleurs. Mais je sais combien de talents nous avons ici. Je te dis, tu ne peux même pas imaginer. On a des pépites ici. Mais c'est juste, voilà, l'environnement. Okay. Le club qui ramène vraiment cette bonne structure-là, la bonne structuration qui montre que le joueur, il est différent d'un joueur qui joue amateur, avec un joueur qui joue professionnel. Ramener vraiment cette touche-là, parce que la plupart de nos joueurs, ils jouent ici et quand ils sont partis à l'extérieur, ils sont perdus, ils sont dépaysés. Ils sont dépaysés parce que voilà, ils apprennent des nouvelles choses et parfois ça prend le temps parce qu'on va pas t'attendre. Ça tourne. Et il y en a qui ont cette chance-là de vouloir, qui apprennent vite. Et il y en a qui n'apprennent pas vite et du coup, leur carrière stoppe. Donc les infrastructures ne permettent pas... non, il y a infrastructure. Il y a infrastructure, organisation, la structuration des clubs. Tout ça là, ça ne permet pas. Ça permet pas. C'est pas humain. C'est pas normal. Moi, par exemple, je dirais qu'aujourd'hui, tous les clubs qui sont en train de vouloir s'enregistrer pour la Ligue, moi, je dirais que, voilà, que la fédération voit comment faire en sorte que ces clubs-là puissent déposer leur budget. Par exemple, commencer par ça. Tu n'es pas là dans un club sans budget, non. Comment tu fais pour payer les joueurs? Comment tu fais pour avoir leur assurance médicale? Comment tu fais pour avoir leur physio? Comment tu fais pour avoir... En fait, il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'un joueur, parce que c'est une entreprise, un joueur. C'est pas seulement viens, entraîne-toi, prends de l'eau, prends l'argent de transport, rentre chez toi. Non, ça se fait pas. Il n'y a pas ce respect-là, en fait. Et moi, bon, je me dis, c'est que j'aimerais faire avec les clubs, et c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est de faire les choses différentes. Là, vous êtes déjà en train de parler de priorités, vos priorités en tant que dirigeant du club. Ouais, ça c'est priorité number one. C'est primordial, c'est ça ou rien. Tu veux qu'un joueur joue bien, tu veux qu'un joueur puisse te donner 110%, 120%, bah, mets le joueur à l'aise, c'est tout. Ok. Et puis, quelle est la plus grande difficulté quand on gère un club professionnel en RDC? La plus grande difficulté? Bah, écoute, je ne veux pas parler
Je dois parler par expérience. Pour l'instant, je viens de commencer. Ok. Donc, tu poses-moi cette question dans 6 mois, je te dirai quoi. Pour le moment, je ne veux pas me lancer sur des ondits, tout ce que les gens disent, parce que j'ai pas eu ma propre expérience. Okay. Je vois les choses du loin. Mais là, maintenant, vu que je suis dedans, voilà, on vient de lancer la ligue. Là, on n'a pas encore joué notre premier match. Mais dans 6 mois, je reviendrai. Comme ça, on va faire un petit débrief et voir c'est quoi les difficultés. Effectivement, vous avez raison. Mais comment motivez-vous le joueur aujourd'hui? Vous qui avez été à leur place, comment vous le motivez? Tu sais, dans le sport, il y a un truc qu'on appelle respect. Tu sais, le respect, quand une personne te prêche sur du vécu, c'est différent avec une personne qui te prêche sans avoir vécu ce que toi tu es en train de vivre. Donc c'est ça déjà une approche différente. Donc aujourd'hui, moi, en tant que président du club, je pense que les joueurs qu'on a dans notre club, ils sont confiants, ils se disent que voilà une personne qui a fait le sport, qui est dans ça, il comprend. Donc ils n'ont pas à m'expliquer par mi-chemin ce que je dois savoir. Et moi aussi de leur côté, moi aussi je vois, je me dis que non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais leur dire que non, ça se fait pas. On sait se comprendre. Et cette communication-là, je crois que c'est ce qui raffermit vraiment ce lien entre président et joueur. Vraiment. En fait, j'allais que l'on parle un peu de la gestion du club. Quelles sont vos stratégies? Bon, pour moi, par exemple, là, je vais parler pour moi. Moi, je vais parler pour moi, là. Je sais pas comment les autres le font. Mais pour moi, je gère un club un peu comme... c'est une entreprise. Voilà. Donc, je suis le président, mais je sais pas tout faire. J'ai une équipe qui gère... j'ai un manager sportif. J'ai un secrétaire. J'ai une équipe médicale. Chaque personne, chaque département gère ce qu'il est censé gérer parce que voilà, le club est censé communiquer avec la fédération. C'est pas le président qui va aller se balader avec des papiers. Voilà, donc on a un secrétaire, on a une personne qui fait ça. On a un manager sportif qui se gère, qui s'occupe aussi du recrutement. Voilà, parce que voilà, on recrute un peu partout. Et on a des coachs, on a un coach, on a un assistant coach. Et on a... J'ai un peu fait ça comme un petit board. Genre, comme on dit, j'ai au moins 9 personnes qui sont dans le board là, qui n'ont rien à voir avec la gestion du club, mais ces personnes-là réfléchissent un peu comment maintenir ce club. Voilà. Un club se gère pas comme... se gère pas le matin, tu te réveilles, tu poses la question, vous voulez quoi? Non. Il y a un budget, il faut budgétiser. Il y a un plan. Il y a des plans, que ça soit d'entraînement, que ça soit parce que voilà, vous avez des entraînements tout le temps, mais après il y aura des breaks, donc il faut avoir des entraînements. En fait, c'est un plan. C'est pas tu te réveilles le matin, aujourd'hui il y a eu combien de joueurs, ok, j'envoie l'argent de transport. Non, il y a un plan, tout est budgétisé. Donc c'est vraiment bien structuré en mode entreprise. Là, on parle déjà du côté entreprise. Et comment vous attirez les sponsors? Je me suis pas penché là-dessus. Je me suis pas penché là-dessus sur sponsor ou quoi. Je pense que je fais partie des gens qui croient vraiment d'abord à la bonne structuration de l'organe. Il faut d'abord bien structurer ça, avoir vos bases, avant de ramener d'autres personnes. Donc, parce que quand vous ramenez des gens où vous maîtrisez pas trop la gestion vous-même, non, j'ai juste pas besoin de ramener des sponsors pour ramener. Ou non. Par contre, nous avons, comme vous connaissez avec V-Club, nous avons Milvest qui est là, sponsor et tout. C'est avec même V-Club l'équipe du foot. Mais il n'y a pas d'autres sponsors à part eux. Ah, ok. Bon, là, on parle maintenant de le basketball en RDC, en réalité et défi. La question est de savoir comment évaluez-vous le niveau actuel du basket en RDC? Laisse-moi boire. Ok. On va se rapprocher un peu. Parce que tes questions là... Bon, le niveau.
Là, je parle en tant que joueur. Hein. Là, c'est mon critique en tant que joueur. Ouais. Je dirais que... Je vais être cru. Hein. Pour moi, je pense qu'on peut faire plus. Ok. On peut faire plus parce que c'est les mêmes joueurs quand ils sont ici et quand ils changent, ils partent dans d'autres pays. Tu vois que tout change. Le jeu, que ça soit... Je pense qu'on manque cette on dit quoi? Competitiveness, la compétitivité. Voilà. Hein? Il n'y a pas assez, voilà, je ne sais pas si le mot existe, mais je dis, il n'y a pas assez, il y a un manque de compétition en fait. Ok. Il y a des clubs qui sont au top, mais on a des clubs qui sont vraiment au niveau très bas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils sont dans la ligue, mais ils sont là. Et voilà, on doit trouver d'abord, c'est quoi le problème? Okay. Pourquoi il n'y a pas assez, le niveau n'est pas égal? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je parle, les infrastructures, ça n'aide pas aussi. Il n'y a pas assez d'infrastructures de basket? Non, ça n'aide pas. Okay. Il y a des terrains de foot partout. Ouais. Il faut me dire, il y a combien de terrains de basket où nous avons des jeunes entre 12 et 14 ans, ou bien même 9 à 14 ans, qui ont accès facilement. Il n'y en a pas. Ok. Et c'est cet âge-là, en fait. C'est cet âge-là où tu as ces fondamentaux. C'est là que tu apprends le basket. Tu n'apprends pas le basket quand tu as 18 ans. Ou bien quand tu as 17 ans. Ou 16 ans même. C'est tard. C'est très tard. Ok. Donc, les infrastructures ouvertes, il y en a. On a construit. J'ai vu, il y en a, on a construit. Mais tu dois connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Non. Pour moi, c'est au niveau organisationnel. Voilà, moi je me dis, pour moi, aujourd'hui, toutes les communes devaient avoir des centres sportifs. Ok. Donc, je dirais comme à Bandal, par exemple. À Bandal, si chaque commune avait des centres sportifs, genre nous avons à Bandal, nous avons à Selemba, nous avons à Gombe, nous avons dans toutes les communes, chaque commune. Ou bien, si c'est difficile de construire des infrastructures dans chaque commune, mais faire en sorte que ces communes-là, il y a des communes voisines, que chaque commune, par exemple, nous avons Bandal Ngiringiri, qui est un centre. Après, nous mettons... District, par exemple. Voilà. Mais non, district, c'est grand. Parce que, voilà, comme à la Funa, là-bas, c'est trop grand. Nous avons presque plus de 6 communes. C'est beaucoup. Donc, 2 communes partagent un centre. Voilà, et maintenant, ces infrastructures-là, ça doit aussi aller avec le nombre de la population. Donc, on ne va pas faire des choses pour 10 000 personnes. Mais, par exemple, voilà, la question, c'est comment ces centres-là vont faire en sorte pour se financer et tout. Non, en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la commune, on peut avoir des prix forfaitaires, par exemple. Voilà, quand tu habites dans la commune, tu veux venir utiliser la gym ou bien le terrain et tout, tu as un prix forfaitaire comparé à une personne qui vient d'une autre commune. Comment on les répare? Comment on sait qui est qui? Nous avons des pièces d'identité, nous avons des adresses. Donc, on fait ça et une bonne gérance. Moi, je ne dis pas ça pour les ligues et tout. Ça, c'est juste pour occuper cette jeunesse, occuper tous ces jeunes ici qui ont ces talents cachés, qui ne savent même pas comment les exploiter. Parce que il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas. Là, il faut le voir avec le ministre du Sport, le ministre du tutelle. Bon. Le ministre ne construit pas. Hein. Là, ça doit commencer aussi par tous nos bourgmestres. Ils voient. Parce que tu ne vas pas me dire que dans tout le pays, en parlant d'abord de la capitale, je suis la première personne à avoir ces genres d'idées, ou bien je suis la première personne à parler de cette peine qu'on a quand on voit les jeunes, ils n'ont pas d'endroit où se divertir, ils n'ont pas d'endroit... Non, moi je ne parle pas des casinos, je ne parle pas des jeux vidéo, non, je parle du sport. Je ne suis pas la première personne. Donc ça doit remonter, ça remonte. Le bourgmestre peut trouver un endroit, et après il remonte à la ville s'investit dans ça. En fait, ça c'est un truc qui va vraiment beaucoup faciliter la croissance sportive, ça va aussi faciliter
ce phénomène que nous avons ici des Koulouna, ça va occuper les jeunes. Ça va occuper. Quand tu es là, tu pars à l'école à 8h, tu finis à midi. Tu fais quoi? De midi à 16h ou bien 18h pour étudier encore. Après ça, le week-end, il y a quoi? Il y a quelle activité sportive? Voilà, le week-end, il y a des bars. Voilà. Il y a des bars, il y a des divertissements. Voilà, ça c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Alors là, vous avez raison, je vous donne totalement raison. Mais parlez-nous un peu de le championnat local. Le championnat local est-il structuré? Est-ce qu'il y a... Encore. Je dirais que ces questions, il faut me les poser dans 6 mois. Vu que voilà, je viens de commencer, je ne veux pas casser le sucre sur le dos de l'organisation en ce moment parce que voilà, je ne suis pas encore vraiment dedans. Et à ce que je sache, c'est la présidence maintenant là, de la Ligue. Ils essaient vraiment de faire les choses bien. J'ai eu à parler avec le président de la fédération, le président de la Ligue. En tout cas, ce sont des messieurs vraiment concis. Ils savent ce qu'ils veulent. Et je dirais plus que c'est au club aussi de donner, de rendre leur vie facile. Parce que voilà, eux ils sont là, ils sont en train de gérer tout ça là, mais c'est les clubs aussi qui ramènent cette dynamique, ce côté professionnel. Ouais, eux peuvent faire couler ça, mais si ça ne suit pas avec les autres, ça ne sert à rien. Vraiment. Bon, vous avez déjà parlé de la vision, bon, vous êtes attentionné sur la création de centres de formation au basketball. Non, la création de centres sportifs. Je ne parle pas seulement du basket. Parce que dans le sport, nous avons volley, nous avons foot, nous avons natation. Quand je parle d'un centre sportif, je parle d'un centre où on peut tout trouver. Par exemple, à Lubumbashi, je sais que je crois qu'il y avait un centre sportif comme ça s'appelle quoi? C'est vers Makopme, non, comme ça. Kilimani, c'est... j'ai oublié le nom. Mais tu trouves une piscine olympique là-bas, en termes de basket, c'est vraiment un truc magnifique. Mais au niveau du Tata Raphaël, apparemment, pour le jeu des francophonies, on a construit... Voilà, par exemple, parlons de ça. Dis-moi aujourd'hui, combien de personnes ont accès à ça? Par contre, c'est pour les deuils, c'est pour tout, sauf le sport. Vraiment? Ben attends. Récemment, moi je parle de ce que je sais. Récemment, j'ai cherché parce que les joueurs devaient s'entraîner, trouver un terrain et tout. Il n'y a pas d'anneau de basket là-bas. Il y a un terrain de basket, mais il n'y a pas d'anneau. Et maintenant, si on veut parler d'accessibilité, quelle personne a... Non. Donc, pour avoir accès, tu dois parler, tu dois connaître quelqu'un. Non. C'est pas intéressant. Comme dit, c'est pas... Le sport, c'est un truc qui doit te rendre... ça doit... Hein? Il faut les il faut la goût. Là, tu es sport, est-ce qu'on réfléchit, on bête à calcul? Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Aujourd'hui, moi, je peux dire, toi, je ne sais pas si tu fais du sport, mais si tu fais... Bon, je suis un ancien footballeur, voilà. Professionnel. Mais ou Kende Kuna, mais quand tu as un accès. Donc l'accès... Je dis pas que c'est pas bien d'avoir ce système sécuritaire, bon, je dis pas. Mais quand j'arrive là-bas, tu te présentes, tu veux faire... Oui, si c'est ouvert, on te laisse faire. En tant que Congolais, tu as le droit. Tu as le droit. Vous avez appelé ça comment? Centre quoi? En fait, c'est un centre construit pour le jeu de francophonie. Non, après les jeux de francophonie, des fois quand on a tes arabes pour les jeux de francophonie. Non, normalement, il devait servir aux sportifs. Voilà. Mais malheureusement, je ne sais pas comment ça fonctionne là. Ça, c'est aussi un appel au ministère du Sport de nous dire comment ça marche, parce que jusque-là, on ne sait pas comment ça marche. Mais vous devez savoir, normalement, vous devez savoir. Normalement, il faut avoir un message clair pour dire que, OK, tous les sportifs qui aimeraient utiliser tel gym, c'est ça les règlements. Voilà. Voilà.
faut s'enregistrer quelque part, il faut s'annoncer, appeler telle personne pour avoir, Voilà. ou bien, comment planifier votre... Voilà, planifier, mais ça ne va pas être... Pour moi, je me dis que ça ne va pas être un truc payant. Si on doit payer, ça, il faut vraiment un montant vraiment significatif, forfaitaire. Un montant forfaitaire, il ne faut pas qu'ils aient un montant oui, il faut $200, il faut $300. Nous avons $300. Nous avons vraiment la place. Donc, les lots, dans la mouki, nous avons peut-être na bandal ou bien nous avons peut-être na Selembao. Na poso beta basket makasi na bité terrain basket mo boye mokonza buka tongela na biso za standing à nord standing à poto ils en a kati salle et tout na ke beta bon na ndimi na sacrifice na ki mambango ti tata la frère là un sportif parce qu'on a comme on a ba ça foutre $100 na sûr en fait c'est ça et ça, ce sont des trucs, c'est réel. Aujourd'hui, tu dois savoir, quand tu arrives dans une ville, tu poses une question simple. Ah, c'est où que je peux aller jouer au basket? On peut te pointer. Mais ici, si on te pointe, c'est peut-être des endroits où sont des terrains Libanda, mais des terrains on paie. Et Tanini. Mais il faut sauter que, ah, qu'est-ce qu'on a? Gym à partir à heure, ils en ont ouvert, sauf que qu'on a ouvert. Président, dis-nous un peu, c'est quoi votre vision de basket congolaise, si on peut l'échelonner de 5 à 10 ans? En tout cas, pour moi, on a un potentiel, quand je peux dire, extraordinaire. On a le physique, on a la carrure, et on a la taille, on a le talent. Il y a une chose qui nous manque. C'est ce dont je suis en train de dire là. Comment faire en sorte que ces joueurs puissent avoir cette formation ou bien puissent avoir accès à cette formation dès le bas âge. C'est ça qui manque. Il y a la balle qui me colote, il y a la basket qui me colote, il y a la sport qui me colote. Et si je so banya on a qui me colo et si maté. Tout ça on a total la joueur mususu total Messi. Ok, on va parler d'un basketteur. On parlait par exemple de Luka Doncic. Obi banda basket. Un basket très jeune. L'Espagne, on a mis gauche à droite, gym boy. Quand si les lois ont un environnement, Luka hein? Non, impossible. Moi je dis impossible parce que je sais combien c'est difficile et combien tu dois passer le temps dans un terrain de basket pour développer ce truc-là, en fait, quand tu joues au basket. Quel message adressez-vous aux jeunes qui rêvent de devenir basketteurs professionnels? Je dirais plus, c'est la préparation. Il faut être prêt. Et de ne pas se contenter juste de la situation. Parce que ça ne sera pas facile. Okay. C'est pas censé être facile. Il faut se dire ça dès le début. Okay. Il faut se dire que voilà, tu as tout pour échouer. Voilà. Tu as tout pour échouer, mais tu vas arriver. Tu vas y arriver, se battre tous les jours et être prêt. Il faut toujours faire plus. 110%. Faut toujours donner. Donc, si tu dois faire 100 paniers ou bien 10 paniers, tu en fais 110. Tu en fais 15. Tu as toujours ce truc-là d'aller plus. Parce que, je te dis, avec le basket, il y aura des jours où tu seras low, il y aura des jours où tu n'auras pas envie, il y aura des jours où tu n'auras même pas envie de courir. Et crois-moi, si c'est le jour où tu devais avoir la personne qui devait te voir jouer, qui devait te signer un contrat. C'est ça, oui. Comment tu sauras? Parce qu'à chaque fois que tu joues, tu ne sais pas qui te regarde. Toujours être prêt. Moi, je dis ça parce que j'ai été invité au camp. Mais quand ils m'ont vu pour m'inviter, je ne savais pas où. Je ne savais pas comment ça s'est passé.
Mais supposons que ce jour-là, c'était mon match vraiment le plus pourri de ma carrière. J'aurais pas eu cette invitation. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est ça le miracle. Ok. Dieu te donne le temps de te préparer. Parce qu'il sait qu'il y aura un moment où il va déclencher. Mais si tu n'es pas prêt, quand ça vient, tu n'es pas prêt, tu passes. Restez vraiment concentré, restez vraiment dans ça tous les jours. Et de faire ça vraiment constamment. Tous les jours quand tu dois t'entraîner, tu t'entraînes à 100%. Tous les jours quand tu dois jouer, tu fais ça. Soit tu fais, soit tu fais pas. Faut pas faire les moitiés. Non, pas de demi-mesure. Et moi je dis ça parce que même dans mon travail aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le sport, c'est ce que je suis en train de faire. C'est un truc que je prends vraiment à cœur. Les gens qui me connaissent savent que c'est... Quand je dis je vais faire quelque chose, tant que j'ai pas fini cette chose-là, je ne veux pas passer à autre chose juste comme ça. Je fais d'abord ça. Ok. Parfois ça gêne, oui, mais c'est comme ça. C'est cette détermination-là que j'ai pu développer. Et pour les jeunes, je dirais que c'est ça. Se concentrer, être prêt pour quand l'opportunité arrive. Oui, bon, alors on y a ça, non. On le bapé à l'ingala. Non, oui, ça va jeune, on se bat ça sport. Pas à la prêt. Pas à la préparer. Entraînement, on se bat ça là, mais ça toujours plus. Pas que 100%, 200%. Pas ça, t'es que ça indam, batik indam. Oh, lelo, je te dirais bien t'es. Non. Ça là. Ok. Ce que tu as dit dans un programme, il faut m'entraîner 3 fois la semaine. Ça, l'entraînement 3 fois la semaine. Ce que tu as dit dans un programme, il faut entraîner 4 fois la semaine. Ça là. Tu as dit dans un programme, il faut qu'il m'en parce que ton opportunité, est-il dans un message, C'est ça, oui. est-il dans la notification, t'es que, t'es, non, regarde le bin à 12h. T'es. Donc, il faut être prêt. Il faut aller après. Quand on est après, et bah, Président, si vous avez un budget illimité, que changeriez-vous immédiatement dans les sports congolais? Je construis des terrains. Je vais faire effectivement ce que je vous ai dit que je vais faire. Là. Ok. Mettre des terrains partout. Parce que ça, ce sont des centres de formation que vous créez sans les créer, sans le dire. Faire en sorte que toutes ces personnes aient accès. Aujourd'hui, nous avons... Je te donne un exemple. Les organisations comme la NBA et tout, quand ils offrent des terrains, il faut voir après ce qui se passe. Ils offrent des terrains dans des villes, mais après ces terrains-là, eux-mêmes viennent voir comment ça se passe. Ok. Et c'est une façon pour eux de recruter. Et après, ils vous ramènent dans les NBA Academy et tout ça là. Ben attends, ça passe sous nos yeux. Pourquoi on ne peut pas faire ça nous-mêmes? Cite-moi un pays africain qui a cette infrastructure-là et ils n'ont pas des pépites. Et ils ne ressortent pas des bons joueurs. Non. On va parler de l'Angola. Enfin, Nigeria aussi. Parlons des joueurs. Tu vois. Au Sénégal aussi, il y en a aussi. Ok. Vous parlez de la foi. Mais nous savions que les sports, la foi est individuelle. Mais dites-nous un peu. Dans l'équipe, y a-t-il des histoires un peu bizarres, fétiches et tout? Parce que nous sommes Congolais. Hein? Bon, encore ça, c'est un truc que je vais te dire dans 6 mois parce que je viens de commencer. Parce que les Congolais, les ça. Africains, écoute, la culture congolaise parle beaucoup de fétiches. J'ai entendu parler de ça, écoute. Moi, je suis chrétien. Tout ça là, qui est pas... C'est pas ma préoccupation. Vraiment. Et... Ça sera intéressant. Ça sera intéressant de voir effectivement comment les gens font pour faire ce qu'ils font là. Mais nous, on reste serein et on a Dieu, quoi. Vraiment. C'est ce qui compte, c'est tout. Ah ouais. Vraiment. En fait, que représente V Club dans votre vie d'aujourd'hui? Voilà. Faut pas dire à ma femme, hein, mais... c'est un amour. Non, c'est juste dire que j'aime tellement le sport. Même elle connaissait
le souci que j'avais pour avoir ce club. Et Dieu a fait en sorte que ça arrive. Ok. Et en tout cas, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont fait en sorte que ça puisse arriver. Et ils se connaissent. Et pour moi, c'est une bénédiction, un challenge que je prends vraiment avec beaucoup de fond vraiment, non Zélango. Voir comment ça va se passer la première année. Et on vise grand, c'est sûr. On vise grand en tant que club. Et nous allons tout faire, en tout cas. Nous allons tout faire pour qu'on puisse atteindre un moment ce sommet. Et qu'on puisse être compté parmi les plus grands clubs de basket. Parce que déjà, V-Club, ça fait partie des grands clubs de notre pays. Précisément même à Kinshasa. Oui, bien sûr. Et c'est aussi une autre pression sur moi d'avoir maintenant le club de basket masculin, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait que le club des femmes. Donc ça, c'est un challenge et voilà, tous les yeux sont braqués sur moi pour dire ok, on va voir comment il va faire. Mais et au Simba. Vraiment. Bon, là, c'est l'avant-dernière question. Si vous pouviez parler aux jeunes joueurs que vous étiez, que lui direz-vous? Ouf. Tenir bon. Ok. Tenir bon parce que l'avenir, c'est ça maintenant. Ok. Voilà. On n'a qu'à tenir bon pour vivre ça. L'exploit. Voilà. Ah. Voilà. Et je crois que le basketball en RDC, simple passion ou véritable avenir économique? Je parle plus que c'est vraiment un bon levier économique aussi. Hein. Parce que aujourd'hui, nous avons une très forte ligue. On peut faire en sorte que les pays voisins puissent venir aussi. Aujourd'hui, les gens prennent des billets pour aller regarder les matchs aux États-Unis. C'est économique ou pas? Bien sûr. Les gens achètent. T'as pas besoin, aujourd'hui avec la technologie, t'as pas besoin d'être physiquement à l'endroit pour regarder le match. Tu peux faire des streamings. Et aujourd'hui, notre ligue est forte. On peut vendre ça. On peut vendre ça. Internationalement, les gens peuvent regarder d'où tu es connecté, mais tu as des fils, tu payes. Et c'est économique. C'est économique et c'est vraiment un truc qui peut rapporter beaucoup. Beaucoup. Voilà, vraiment un grand plaisir de vous avoir sur notre podcast Expérience. Merci. Et... En tout cas, je crois qu'on allait plus continuer. Si vous avez un dernier message, vous pouvez l'adresser, un petit mot. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est... On est là, on est jeunes. Je vois beaucoup de jeunes aussi s'impliquer dans le monde sportif. Je félicite d'abord ce courage. Okay. Parce que j'avoue, hein, avant, il y avait que des anciens, que des vieux, voilà. Il y avait personne qui osait effectivement rentrer et se dire qu'on peut faire les choses, on peut bien faire les choses. Et essayons vraiment de se mettre ensemble. Parce que le pays, il est à nous. On est Congolais, on veut que ce pays puisse émerger dans tous les sens. Essayons vraiment de se mettre ensemble, d'avoir ce think tank-là de réflexion, voir effectivement ce qui ne marche pas, comment faire pour améliorer. Et parce que si on est ensemble, ça va faire en sorte que ce mouvement puisse se faire entendre. Pas évoluer parallèlement, bon voilà, moi je pense ça, moi je pense... Non. On veut le développement il est simple. On veut les infrastructures, on veut que le niveau de basket soit amélioré. Et tout ça là, il y a un schéma à suivre. Donc si on peut travailler ensemble, sur ça. Et pour les jeunes sportifs, moi je dirais, voilà, je l'ai dit encore, c'est la persévérance et le travail. Le travail, nous de notre côté, là je parle en tant que président de V-Club, Okay. je ferai vraiment de mon mieux de faire en sorte que toutes les conditions puissent se mettre vraiment dedans dans cette formation des équipes, dans la formation de
de joueurs, tout ce que je pourrais faire à mon niveau, moi, je le ferai. Ok. Et le reste, c'est eux, montrer leur travail, de montrer qu'ils sont capables, de faire en sorte que la Ligue puisse avoir un niveau que l'extérieur aujourd'hui peut se dire que il faut faire attention. On a des clubs comme l'IV Club, on a des clubs comme les Onatra et tout. Ils sont forts. Ils sont forts. Et ne pas seulement attendre l'équipe nationale pour faire quelque chose. Non. Il faut commencer partout où vous êtes, donner toujours plus parce que vous savez pas qui est en train de regarder. Et ça, j'insiste, parce que c'est du vécu. Vous savez pas qui est en train de vous regarder en ce moment-là même. Donc, il y a ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir sur notre podcast Expérience. Et je crois que nos téléspectateurs et auditeurs ont compris. Et vous avez dit beaucoup de choses, ils vont découvrir. Et voilà. Merci, à la prochaine. On attend 6 mois et pour avoir les bilans. Ouais, sans problème, sans votre problème. bilan à la tête du club de basket V-Club. Ouais, espérons que je vais tenir jusqu'à ces 6 mois. Vraiment. On espère bien. Ça Merci. ira. Bye. Cette vidéo vous a été proposée par Road Corporate.